Donc t'as pas raté grand-chose au final. Ouais, bon, ça va alors. Ça va. Non, mais en même temps, je me force pas à ne pas regarder les infos en ce moment. Je les regarde jamais. Ah oui, C'est-à-dire ouais. même, c'est le contraire. Depuis 2-3 semaines, je regarde un peu plus parce que je regarde quasiment tous les jours, c'est dans l'air. Alors qu'à d'habitude, je regarde, tu vois, quand il y a un sujet qui me plaît, donc peut-être, et quand j'y pense, donc une fois par semaine peut-être. Tu lis pas la presse ou sur ton smartphone, t'as pas des notifs, des alertes? Alors non, ce que j'ai le plus, c'est quand je vais ouvrir un nouvel onglet sur Google Chrome sur mon smartphone, ça me propose des articles qui peuvent m'intéresser. Mais vu que c'est pas des sujets, j'aime pas les sujets spécialement d'actualité classique. Moi, j'aime des trucs sur des produits technologiques ou Ouais. sur éventuellement des fois sur des films, des séries. Je sais pas ce qu'ils me proposent d'autre. Pas trop de sport parce que j'aime que le basket et ils me proposent souvent du foot, donc je lui dis non, ça m'intéresse pas. Donc non, 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 des fois je vois passer, voilà. Moi je me tiens informé, on va dire entre guillemets, en voyant passer des choses sur Facebook ou Mm. et Le mur ouais, d'actualité. ouais, pas grand chose quoi, pas grand chose. Et je pense que je m'en porte pas plus mal. Ouais, bah comme je te dis, à mon avis, l'excès, ça serait d'être toute la journée rivé sur son téléphone ou regarder les informations constamment. C'est anxiogène. Et en même temps, c'est bien de savoir un peu ce qui se passe autour de soi. Mais euh, bon, t'es pas en manque d'informations vitales. Il n'y a pas eu de catastrophe nucléaire. Tout va Bon, bien. ça va, ça. Non, et puis ce que je me dis, c'est que si jamais il y a des très grosses informations, je serai au courant quand même. Oui. J'aurai, je sais pas, moi, ma mère qui va m'appeler enfin voilà, je peux avoir des infos de manière directe, les plus importantes. Et après, tout ce qui m'intéresse pas vraiment, si tu veux, eh ben, j'ai pas besoin de le savoir, j'ai pas besoin de m'embrouiller l'esprit avec, donc ça me manque pas. Ouais, c'est bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier, nous expliquer ce que tu fais pour se lancer sur ce sujet-là? Alors c'est assez compliqué où est-ce que je vais commencer, mais on va dire que on pourrait commencer par le titre, à proprement parler de la fonction. Ouais, Ça très peut, bien. ça peut être utile. Ça peut sembler du charabia pour ceux qui vont nous écouter. Donc, euh, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque? Enfin, je veux dire, c'est. Moi, je peux te dire tout de suite ce que Ouais. ça m'évoque. Et je crois bien que la première fois qu'on avait discuté de ce sujet-là, j'avais sûrement dû te répondre la même chose parce que j'ai tendance à être assez constant dans ce qui me passe par l'esprit. Quand tu parles de directrice pénitentiaire, avant les derniers mots, avant les précisions, moi, je vois un film du genre, un truc qui se passe à Alcatraz, ou alors Prison Break, et je vois le directeur de la prison Ouais, ouais. qui reçoit les prisonniers dans son bureau, et voilà, c'est exactement ça que ça m'évoque, ces termes-là. Donc là, ça va être intéressant. Je pense que tu nous en dises plus. C'est vrai, non, ça peut effrayer pour le coup. Hein. Ça nous renvoie à des films, à des représentations voilà, collectives. Mais qu'est-ce que c'est en réalité? Je trouve que le terme est plus gros que la fonction, enfin, sans faire une fausse modestie. Hein. Mais c'est une personne qui est en charge d'un service qui est là pour veiller à la réinsertion des personnes condamnées. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les aider dans leur démarche quand ils vont sortir de prison ou quand ils vont finir leur peine. Parce qu'il n'y a pas que des peines en prison, hein, il y a aussi des peines à l'extérieur, comme toutes les personnes sous bracelet électronique ou qui effectuent des travaux d'intérêt général. Ouais. Et donc, en quoi on va être des conseillers pour eux? On va les aider dans trouver un logement, parce que voilà, il faut partir du point de départ qu'ils ont un peu tout perdu en passant par cette phase carcérale. Ouais. Donc l'aide au logement, l'accès aux droits, comment s'informer, comment être au courant, connaître ses droits, l'accès aux soins, trouver un travail, car c'est une des priorités quand on retourne dans la vie normale. Et revenir sur l'aspect fondamental de la chose, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez été condamné, est-ce que vous vous sentez responsable de votre acte,
En fait, tendre la personne à changer et avoir un déclic sur son propre fonctionnement de vie pour qu'on le considère plus comme un détenu, mais comme un citoyen comme les autres, quand il redécouvrira ses droits, quand il ne sera plus privé de ses droits, et à savoir le premier qui est la liberté, la privation de liberté, voilà, qui la commet. D'accord. Tu disais, qu'il y avait effectivement des gens qui étaient en prison, dont tu Oui, t'occupais. oui, Il y en a d'autres qui étaient assignés à résidence, qui faisaient des travaux d'intérêt oui, généraux. oui. Euh, ma question, la question qui me vient, c'est à partir de, quel type de peine, on va dire, toi, tu es mobilisé. Est-ce que tu accompagnes tous les prisonniers, enfin tous les prisonniers, toutes les Alors, personnes condamnées ou pas toutes? non, heureusement, hein, sinon la tâche serait énorme et je pense qu'on aurait besoin de plusieurs vies pour la réaliser, mais on est, si tu veux, référent d'une peine en particulier. Et moi, dans mon cas, j'étais responsable d'un service où j'avais sous ma responsabilité des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui étaient directement en contact des personnes condamnées, Ouais. spécifiquement pour ceux qui étaient condamnés en milieu ouvert. Donc milieu ouvert, c'est toutes les peines, par exemple de travaux d'intérêt général, des personnes qui sont placées sous bracelet électronique, des personnes qui sont dans des centres de semi-liberté. Toutes ces personnes-là qui exécutent des peines qu'on appelle alternatives à l'incarcération sont conseillées, pris en charge dans le cadre de leur peine et de leur suivi pénal par des conseillers pénitentiaires. Ouais. Et le rôle de la directrice, en l'occurrence, c'était vraiment de chapeauter un peu tout ça et de coordonner au niveau départemental toutes nos actions de réinsertion. D'accord. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un avec un rôle similaire au tien qui était en charge des conseillers qui étaient là pour les gens dans les prisons? Exactement, exactement, oui. D'accord. Dans les prisons, mais aussi toutes les personnes suivies à l'extérieur pour des sursis simples avec mise à l'épreuve. Alors, c'est vrai que le terme est peut-être un peu technique, hein, je le conçois, mais sursis mise à l'épreuve, c'est des personnes qui, en fait, ne vont pas aller en prison. On leur donne Oui. une certaine chance, mais on va leur dire attention, vous avez une sorte d'épée de Damoclès sur la tête, et c'est ce fameux terme mise à l'épreuve. Vous allez devoir quotidiennement, une fois par mois, 2 fois par mois, aller voir votre conseiller, revenir un peu sur cet acte, en discuter, établir un plan de sortie. Est-ce que vous travaillez? Où est-ce que vous en êtes dans votre vie professionnelle, personnelle? Suivre un psychologue, avoir un suivi psychologique si c'est le cas, si c'est même dans le jugement. Est-ce que vous respectez cette obligation de soins? Toutes ces obligations, en fait, ça rentre dans le package de la mise à l'épreuve. Et donc, il y a des directeurs aussi qui sont en charge de veiller au bon fonctionnement de ces peines-là, qu'on appelle SME, en fait, sursis avec mise à l'épreuve. D'accord. Et d'autres qui sont en détention, où là, la problématique de la réinsertion est tout autre, parce qu'elle doit être conciliée avec la sécurité en détention. En fait, un directeur en milieu ouvert n'a pas du tout le même travail qu'un directeur en milieu fermé. Tout Oui, simplement j'imagine. parce que la contrainte de la détention fait que il axera son action au regard de ces éléments-là, en fait. Tout simplement, d'un point de vue physique, il ne sera pas autorisé à aller voir son détenu tout le temps. Il va y avoir vraiment une loi de la détention qui va primer sur la loi de la réinsertion. D'accord. Mm. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a en gros enfin, dans ce que tu nous as expliqué, on peut distinguer trois grandes sortes de peines. La plus légère, sursis avec mise à l'épreuve, en passant par les gens que tu gérais, on va dire, et dans le cas maximum, des peines de prison. Oui, oui, tout à fait, oui. En fait, D'accord.
les courtes peines ne s'exécutent pas en prison pour une raison principale. On va dire qu'il y en a plutôt deux. La première, c'est que il y a une surpopulation carcérale qui se traduit vraiment en Île-de-France. On est à peu près 170 à 200% de surpopulation carcérale. Donc le but étant de ne pas surcharger les prisons, et le but derrière normalement la peine, c'est de réinsérer la personne. Or, comment on peut réinsérer dans des conditions qui ne respectent pas les droits fondamentaux? C'est compliqué. Donc pour toutes ces courtes peines, on estime que ça fait plus de mal que de bien d'incarcérer une personne pour une peine inférieure à 2 ans. On peut faire mieux et on doit faire mieux. Et donc il y a un budget qui est quand même consacré à la réinsertion à l'extérieur. Donc voilà. Donc quand tu parles de la réinsertion à l'extérieur, tu sous-entends, enfin, ça correspond à la peine finalement, à la condamnation. Alors la peine en tant que telle, elle va obliger la personne à aller voir son travailleur social. Enfin, quand je dis travailleur social, c'est le conseiller pénitentiaire. Oui. À aller voir un médecin si c'est inscrit dans le jugement, à faire des démarches pour trouver du travail, à payer les victimes s'il y a des victimes. Et tout ça doit être contrôlé quelque part par le conseiller, puis par le directeur, pour ensuite faire un rapport, si tu veux, au juge d'application des peines, qui est en fait le décideur final pour estimer si sa peine a bien été exécutée en toute ou partie. D'accord. Oui, en fait, il y a deux volets, si tu veux. Tu peux le voir comme ça. Il y a la peine. Il y a plusieurs fonctions qui sont données à la peine, à savoir la première étant quand même de punir un acte contraire à la loi. Oui. Et vient après les fonctions accessoires, mais tout aussi importantes, qui est qu'est-ce qu'on donne à la peine, quel est le sens de la peine, qu'est-ce qu'on donne à cette action-là qui est violente quand même, qui est coercitive. Est-ce que c'est pour améliorer le comportement de la personne qui a commis l'acte, ou est-ce que c'est simplement pour le punir et le châtier? Donc il y a deux volets, il y a cette probation, donc être mis un peu à l'épreuve. Oui. Probation, ça veut dire mise à l'épreuve en fait. Probatio en latin, ça veut vraiment dire ça, mise à l'épreuve. Okay. Et insertion ou réinsertion, donc tendre vers du changement, une autre vie que celle de la détention et de l'univers délinquantiel, quoi. Et donc au sein de cette peine, logiquement, on doit retrouver ces deux fonctions principales. D'accord. La sanction, la punition, la probation et également la réinsertion. C'est vraiment l'objectif. Hein. Je te parle vraiment d'un idéal, en fait. Ouais, alors, quand tu parles de probation, moi, j'entends déjà plus l'équivalent de punition. J'entends déjà demander une preuve que la personne a déjà évolué, en fait. Alors, c'est quelque part une preuve, oui. Une preuve que la personne a la conscience qu'elle a commis quelque chose qu'elle n'aurait pas dû commettre. Oui. Donc tout l'aspect introspection qu'elle doit faire elle-même, mais qu'elle peut faire grâce à l'aide de nos services, grâce à des psychologues aussi qui peuvent venir nous aider, dans le sens je suis responsable de tel acte. Je pense notamment aux violences conjugales, par exemple, où l'auteur de l'infraction, bien souvent, 9 fois sur 10, ne reconnaît pas les faits. Et donc, tout le travail qui est mené par le service d'insertion et de probation, c'est de permettre ce déclic, de rendre la personne responsable. On n'est pas dans de l'assistance, voilà, on est dans rendre quelqu'un responsable, l'élever par rapport à ça, et un peu comme si tu veux, un peu le rôle éducatif
que l'État pourrait avoir en fait à ce niveau-là. Et D'accord. voilà, je ne sais pas si si c'est clair. Si, non, mais en fait, je pense que c'est... Là, je suis déjà en train de me dire que depuis le début de la petite existence de ce podcast, je pense qu'on est en train de toucher au sujet le plus compliqué, le plus j'ai presque envie de dire le plus philosophique et qui demande la plus grande réflexion, d'autant plus qu'il y a beaucoup de termes que tu emploies. Alors du coup, là par contre, t'es pas la seule. Mais il y a beaucoup de termes que tu emploies qu'on n'emploie pas forcément, que le grand public emploie pas forcément souvent. Donc tu cumules ces deux difficultés, j'ai envie de dire, mais qui sont les bienvenues. Tu cumules ces deux difficultés et ça fait que j'ai besoin de beaucoup plus réfléchir pour comprendre ce que tu me dis et puis pour mettre des mots sur les questions qui me viennent. Bien sûr. Mais c'est très intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de troisième objectif à la peine qui serait, je ne sais pas si je peux employer ce terme, mais qui serait une sorte de... Le moyen pour les victimes, quand il y en a, comme tu me disais tout à l'heure, ou pour la société, alors je suis un peu embêté de dire ce terme-là, mais j'ai pas mieux pour le moment, d'avoir un sentiment de vengeance. Alors c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Tu sais, avant la création de la justice d'État, les hommes réglaient leurs problèmes entre eux, en quelque sorte. Ça se passait plus ou moins bien. C'est ce qu'on appelait la vengeance privée, clairement. Et on a voulu faire un transfert, passer d'une vengeance privée à une vengeance, une justice privée à une justice étatique. C'est un lapsus parce que on parle pas forcément de vengeance publique, mais l'État a le monopole de la violence légitime, comme on dit. C'est-à-dire que seul l'État pourrait exercer une certaine violence justifiée parce que nous avons des règles en société et parce que certains individus ne respecteraient pas ces règles. Quand bien même ces règles ne seraient pas justes ou légitimes, je n'en sais rien. Enfin, je remets pas. Je suis pas là pour juger la règle. Je suis simplement là pour dire, la règle n'a pas été appliquée. Et donc une autre fonction à la peine, ça serait oui de dire dissuader l'auteur de recommencer, mais dissuader aussi les autres qui auraient peut-être envie de commettre ces mêmes faits, et montrer que l'État, quelque part, a une force publique et a une autorité et est garant d'une bonne société et d'un bon état de droit. Mais derrière tout ça, est-ce qu'il y a une vengeance ? Alors, j'aurais envie de dire, à l'époque où il y avait la peine de mort, on était d'autant plus devant quelque chose de visible, quoi. La guillotine sur la place publique, il y a quelque chose quand même de très populaire. Il faut montrer au peuple que voilà, on a agi, il y a une certaine vengeance qui s'opère. Bon, on a aboli la peine de mort, hein, heureusement, en ce qui me concerne. Et donc, ça s'est déplacé quelque part vers la prison et le milieu carcéral. Alors, c'est pas pour autant un milieu où tout est paisible et où il n'y a pas de vengeance, hein, où il n'y a pas de recours à une certaine violence, mais on est vers une autre forme de réponse, en fait. Voilà, une autre forme de réponse. Si on a, donc tu nous as expliqué, tu nous as fait un petit peu d'histoire en plus, c'est super. Est-ce que tu crois que c'est raisonnable du coup de considérer dans l'objectif de la peine, de la sentence, est-ce que c'est raisonnable de considérer
ce qui n'est pas finalement la personne qui subit cette peine, mais de considérer la société et de considérer éventuellement les victimes. Est-ce que c'est pas raisonnable de considérer les victimes dans la réponse pénale? C'est ça la question? Ouais, parce que, alors, je vais essayer de la reformuler. Ouais. Tu me disais tout à l'heure que, alors, j'espère que je vais pas mal te paraphraser, mais tu disais tout à l'heure que la peine avait deux objectifs. La première, une sorte de mise à l'épreuve, et une deuxième, la réinsertion. Mais là, est-ce qu'on se concentre pas déjà là sur une partie de l'objectif de la justice, ou en tout cas des peines qui sont mises en place? Oui, disons, j'ai aussi précisé qu'avant tout, c'est pour punir. D'accord. Avant tout, c'est pour punir. D'accord. Et vient après des objectifs qui sont apparus bien plus tard, en fait, dans un mouvement de quelque part de vouloir améliorer l'individu, de le considérer comme une personne plus que comme de punir en fait davantage l'acte que la personne. D'accord, ouais. Et évidemment que à la base, la peine sert à punir. C'est l'essence même du mot en fait, hein, même. Et qu'ensuite vient d'autres missions qui peuvent apparaître accessoires, mais qui sont à mon sens tout aussi importantes pour donner un véritable sens à la peine. En fait. D'accord. Et est-ce que tu vois, alors c'est peut-être, t'as peut-être pas assez de recul par rapport à ça, mais est-ce que tu penses que dans notre société, cette transition qui s'est faite de la peine, point, c'est-à-dire la punition, jusqu'à maintenant, certes la punition, mais aussi de la réinsertion, mais aussi des choses, on va dire, plus positives. Est-ce que tu penses que cette évolution, elle continue? C'est-à-dire, est-ce qu'il est envisageable qu'on se rapproche vraiment d'un modèle où la punition, enfin, son intérêt, on va dire, va diminuer? Pas vraiment. Enfin, faudrait, à mon sens, pas le souhaiter, mais il faudrait par contre mettre davantage l'accent sur les deux autres fonctions que j'ai mis un peu en avant dès le début. D'accord. Parce que si on met trop le poids sur cette notion justement de peine, il y a beaucoup d'auteurs, hein, notamment canadiens, il y a toute une mouvance là-dessus qui repense quand même la peine et qui mettent davantage en avant nos services, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, pour dire derrière le crime, il y a une personne. Alors je mets le crime dans une globalité, hein. Voilà. Pas que le crime étant précisé, pas le crime le plus grave, mais derrière le crime, il y a le fait criminel, quoi. Il y a une personne. Et quel est le but de la société? Est-ce que c'est de la mettre de côté? Est-ce que c'est de la considérer comme comment dire, ne faisant pas l'affaire, ne pouvant pas être dans une société normale où elle peut travailler, où elle peut rapporter un enrichissement économique ou personnel à chacun? Est-ce qu'il faut la mettre de côté ou est-ce qu'il faut essayer de, entre guillemets, l'améliorer, enfin, avec toute la modestie qu'on peut avoir? Parce qu'en fait, la première chose à comprendre quand tu rentres dans un service comme ça, c'est de dire que tu ne pourras pas changer les gens. Donc, c'est seule la personne elle-même qui peut se changer. Mais par contre, tu peux créer un déclic, en fait. Et c'est très... Ça appelle vraiment les études de psychologie, en fait. Tout ça est très psychologique. Enfin, on fait peu de droit dans un service pénitentiaire. Insertion et de probation, on fait beaucoup de relations humaines, de compréhension de l'autre, de psychologie. Et si on n'a pas cette empathie pour l'autre, en fait, on peut pas créer un résultat. Enfin, voilà. Ouais, non, c'est super intéressant ce que tu dis là, par rapport au fait que
que c'est pas vous qui allez changer les personnes, c'est les personnes qui vont changer eux-mêmes, et vous êtes là finalement pour leur apporter des clés, pour leur enlever des obstacles. Ouais, complètement. Ouais, et ça fait complètement sens. Oui, c'est pour ça que je le compare avec un rôle de psychologue, et que nous ne sommes pas des psychologues de formation, c'est bien le souci. Donc on essaie un peu de faire avec nos propres valeurs, quoi. D'accord. Et du coup, ma question suivante, c'est qu'est-ce qui t'attire ou qu'est-ce qui t'a attiré vers cette activité, sachant qu'on fait pas à la base, on fait pas des études pour directement, je suppose, pour être directeur pénitentiaire. Oui, oui, je suis arrivée là-bas un peu par hasard, en fait, mais pas totalement, si je fais un peu le fil de l'histoire. Oui. Parce que à la base, j'ai fait des études de droit. J'avais vraiment comme objectif, qui est encore un objectif à long terme, de préparer le concours de la magistrature pour être juge. Et en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, mais si je veux être juge, c'est déjà quand même voilà, je me suis dit, mais pour qui elle se prend pour être juge? Mais si je veux être juge, il faut quand même savoir concrètement quel impact j'ai sur la société. Et on pense souvent à l'aspect pénal et à l'emprisonnement de personnes condamnées. Le juge a quand même le pouvoir de mettre des gens en prison. Et ça a peut-être une vertu pour une société en bon ordre et une sécurité, mais il faut quand même se rendre compte de l'impact que ça a sur la vie des gens. Et donc, je me suis dit, allons déjà voir l'intérieur des prisons. On verra comme ça à quoi ressemble l'état de notre société. Parce que, je sais pas si tu connais cette phrase de Camus, je crois que c'est Camus, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il disait on mesure l'état de notre société à l'état de nos prisons. D'accord. Voilà. Et j'avais envie de voir, en fait. Et je me suis dit, est-ce que déjà je suis capable de voir? Et est-ce que je suis capable de faire ça? Donc autant commencer par le commencement. Et donc j'ai vu une annonce, j'étais en master et je me suis dit, j'ai vu une annonce, intervenir en prison par le biais d'une association. Je me suis dit, c'est l'occasion rêvée, sachant que l'administration pénitentiaire n'est pas du genre à ouvrir ses portes facilement. Donc, en l'occurrence, j'ai ouvert la porte de la prison et je suis allée voir à quoi ça ressemblait. Voilà. Et par la suite, j'ai fait des études de droit, j'ai continué, je suis allée à Paris et j'ai vu cette offre-là qu'on m'avait proposée et c'est pour ça que j'ai intégré l'administration pénitentiaire. Par opportunisme en fait, et en me disant tiens, ça me rappelle des vieux souvenirs quelque part et j'ai envie de voir, mais d'une autre manière. Cette fois-ci vraiment de manière visible et forte, quoi. D'accord. Parce que du coup, la première fois par rapport à l'association, qu'est-ce que tu avais fait? Alors j'étais formatrice en fait auprès des détenus. Donc c'était des groupes de 5-6 personnes et je les formais à des outils informatiques. Par exemple, comment se servir d'Excel, comment rédiger une lettre de motivation, comment utiliser en fait des outils, des logiciels informatiques qui seront utiles pour eux quand ils sortiront pour trouver du travail, par exemple. Ouais, d'accord. Et l'interaction était très très intéressante parce que j'étais une personne extérieure qui n'avait pas d'uniforme. Donc je représentais ni l'autorité, ni la violence, ni je sais pas trop quoi. J'étais une simple personne à l'extérieur. Et je me rappelle encore parce que la première journée, quand ça a commencé, je me suis dit comment je vais faire. Enfin, je suis pas non plus une pro de l'informatique. Et puis Excel, ça fait un peu longtemps quand même. On m'avait donné un bouquin et on m'avait dit vas-y, bon courage. Donc j'étais juste seule face à 5 personnes qui avaient grosso modo mon âge, quoi. Et la première question qu'ils m'ont posée, c'est mais pourquoi tu es là? Ils étaient surpris,
que je m'intéresse à eux. En fait. Ouais. Ouais, fait. ça impacte là ce que tu viens de dire. Hein. Enfin, Et ça me fait quelque chose que tu dis. Alors, je sais pas si dans les oreilles des auditeurs ça a le même impact, mais je trouve ça très fort. Et du coup, je te laisse élaborer là-dessus parce que c'est quelque chose. ouais, j'étais également surprise de la réponse, enfin de la question. Ouais. Et donc je leur ai dit, j'interviens pour vous former sur certains points. Et ils m'ont répondu, mais c'était au mois d'août, hein, je précise que c'était au mois d'août. Ils m'ont dit, mais il y a deux choses à faire l'été que d'aller en prison. Bon, voilà. Et là, je me dis, ça va être intéressant. Parce qu'avant ce moment-là, est-ce que ce moment-là a changé ta perception des choses? Non, non, en fait, j'avais pas véritablement de perception. Je m'étais pas fait d'idées préconçues, quoi. J'avais envie de voir par moi-même et bon, je t'avoue que j'avais un peu d'appréhension quand je suis arrivée dans les couloirs, en fait, hein, parce que la prison, c'est un univers très particulier. Tu ouvres une porte après l'autre. Tu n'ouvres pas les portes, d'ailleurs. C'est les surveillants qui ouvrent les portes. Tu n'as pas la maîtrise des clés, donc tu dépends complètement de l'administration. Et c'est un univers assez froid. Et je me suis retrouvée dans cette salle informatique qui était dédiée aux activités un peu extérieures. Et il y a 5 personnes qui sont arrivées, donc ils ont vu ça comme une occasion aussi de sortir de leur cellule et de s'évader. Et moi, je voyais ça comme quelque chose aussi de me sortir de mon quotidien et alors pas de m'évader, mais de comprendre un peu quel est le profil, pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, quoi. D'accord, donc ça c'était ta première expérience. Tu y allais pendant longtemps, donner ces cours d'informatique? Alors, ça a duré un mois. Un mois. Ça a duré un mois. Et c'était très très fort émotionnellement parce que la discussion était intéressante. Il y a une confiance qui s'est créée dès le début, justement. Et c'est là où je me suis dit, en fait, tout part de là aussi, jusqu'à un certain point, hein, parce que je ne suis pas non plus à dire c'est un monde de bisounours, hein, mais tout part de là, la confiance crée beaucoup. Je te disais que j'avais pas d'uniforme, ça aide vachement. Il n'y avait pas de surveillant dans la pièce. J'étais seule avec eux. Donc, ils étaient dans un moment un peu de liberté. Ouais, Et quelque part, ils pouvaient s'exprimer sans se sentir jugé d'avance un peu. D'accord. D'accord. Et c'est les 5 mêmes personnes que tu as vues pendant tout le mois ou t'en as vu combien? Alors, il y avait un groupe le matin, un groupe l'après-midi. D'accord. Donc 5 le matin, 5 l'après-midi, mais c'était les mêmes. Ce qui était intéressant, c'était le suivi pédagogique en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y en a qui revenaient tous les jours, d'autres qu'on pouvait perdre dès le début, mais il y avait une certaine assiduité quand même. Ouais, c'est une histoire. C'est une histoire. Voilà, quand on ne connaît pas, et je pense que c'est quand même le cas de beaucoup d'entre nous, voilà, effectivement, on n'a que ce qu'on voit dans les films finalement. Alors c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même souvent représenté, mais bon, ça reste des films, donc plus ou moins proches de la réalité. Donc toi, effectivement, là, quand tu y es allé la première fois et après pendant tout ce premier mois, je suppose quand même que ça a dû avoir ça a dû te changer. Ouais, ça a eu un impact fort et ça m'a pas du tout découragée de continuer dans cette voie. Même si la tâche est extrêmement difficile, ça m'a pas découragée. Ouais, j'imagine. Si on en revient à ton objectif à long terme de devenir juge, tu as employé un terme alors que j'aimerais qu'on clarifie parce que pour moi il est pas vraiment clair. Le terme de pénal. Alors,
Pénal, tu veux dire droit À quoi ça pénal, correspond? oui. Bah, c'est une des spécialités du droit. D'accord. Par exemple, en médecine, tu as, je sais pas, la chirurgie orthopédique, tu as la neurologie. Voilà. Et ben, en droit, tu as le droit civil, le droit pénal, notamment. Il y a plein d'autres droits. Hein. Il y a du droit privé, du droit public, du droit européen. Mais voilà, la matière là, qui concerne notre sujet, c'est le droit pénal. Le droit pénal, ça veut dire le droit de la peine. Ça veut dire en fait tout ce qui a trait aux comportements contraires à la loi et de quelle manière on les réprimande, de quelle manière on condamne, de quelle manière on exécute et de quelle manière on, on enquête et on juge ces personnes-là. D'accord. Voilà. Mais tu avais dit ça fait référence à la loi, mais pareil, là, je suppose que est-ce que s'il y a un problème entre, je dis n'importe quoi, entre deux entreprises, est-ce que ça rentre dans ce cadre-là? Ou c'est que pour Tout, les individus comme... tout dépend le problème en fait. Si par exemple c'est un comportement qui est condamné par le code pénal, ça rentrera dans le droit pénal et des entreprises peuvent faire l'objet de condamnations pénales. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas mettre une entreprise en prison, ça ne marche pas, mais l'entreprise pourra complètement fermer à cause de cette condamnation. Je pense notamment à des grosses affaires d'escroquerie. Voilà, une escroquerie, c'est une infraction qui est condamnée par le code pénal et bien souvent, c'est pas qu'une personne physique qui le commet, ça peut être une personne morale, donc une société. Et, en ça, une entreprise peut être condamnée pénalement. D'accord. Mm. Et l'entreprise peut être condamnée pénalement sans qu'il y ait des individus qui ressortent? Alors non, effectivement, il y a forcément une condamnation plus directe à l'issue, ouais. Ouais. D'accord. Mm. Donc le juge, le juge que tu deviendras éventuellement, pourrait s'occuper de tout ce qui concerne tout ce qui est noté, on va dire, dans le code pénal. En gros, c'est ça. Pourra être spécialisé, oui, on appellera ça un juge correctionnel, par exemple, donc qui statuera en matière correctionnelle, donc c'est-à-dire pour tous les délits et contraventions, donc toutes les infractions qui sont condamnées en, en dessous de 10 ans d'emprisonnement. D'accord. Voilà. Ça, c'est un juge pénal. Le juge pénal, c'est aussi le juge des assises. Donc, un jury d'assises, c'est un jury qui condamne des faits criminels. Donc, après le délit, il y a les crimes. Les crimes sont passibles de plus de 10 ans d'emprisonnement jusqu'à la perpétuité. Et au sein des crimes, on a le meurtre typiquement, mais aussi beaucoup d'autres crimes tels que le viol et d'autres infractions délictuelles qui ont des circonstances aggravantes qui font passer l'infraction en crime. Euh, voilà, là je donne des exemples. Ouais, mais c'est important parce que moi, c'est des mots que j'ai entendus, mais que je n'étais pas forcément capable de mettre de placer la frontière entre le délit et le crime. Je savais évidemment que le crime, c'était plus grave, mais bon, c'est des concepts. Je pense quand on n'y est pas confronté et qu'on s'y intéresse pas vraiment, Oui, c'est pas oui. évident de savoir ce qui se cache derrière, quoi. Et puis on n'a pas forcément envie de s'y intéresser aussi, parce que ça renvoie à quelque chose d'assez effrayant, quelque part. Ouais. Du coup, tu m'as expliqué un petit peu ton parcours. Euh, Maintenant que et tu m'as expliqué tes motivations initiales. Maintenant que tu as eu cette expérience, qu'est-ce que tu mettrais en avant d'un point de vue vraiment personnel dans ce qui t'a parlé, dans ce qui t'a motivé durant cette expérience? Voilà, qu'est-ce qui te plaît finalement dans ce rôle-là?
L'aspect réinsertion, je dirais établir un projet d'aménagement de peine de sortie pour une personne condamnée en milieu fermé. Parce que j'ai oublié de dire que j'avais un rôle mixte en fait. J'étais en milieu ouvert à 70% et en milieu fermé à 30%. Et dans le cadre des projets d'aménagement de peine, vraiment, il y a un travail de fond qui est fait avec une personne condamnée, donc à une peine potentiellement plus grave, hein, vu qu'il est en détention. Et il doit montrer, grâce au service pénitentiaire d'insertion et de probation, pourquoi il serait éligible à une alternative à l'incarcération à sa sortie. Et il doit montrer quel est son projet de vie, son projet de professionnel. Est-ce qu'il est conscient qu'il a certaines addictions? Est-ce qu'il est prêt à, voilà, à faire le mieux possible pour vivre avec, à vivre avec les autres aussi. Et donc là, il y a vraiment un enjeu de comment dire, d'amélioration de la personne. Et ça me plaît parce que tu vois qu'en fait, les possibilités sont parfois infinies et parfois inconnues. Et t'as beau, voilà, il faut une énergie humaine, une assistance et une bienveillance de la part des autres. Et ça peut faire quelque chose de bien, en fait. Et on se rend compte aussi qu'en prison, je parle vraiment pour les maisons d'arrêt, hein, où il y a des peines assez courtes quand même, donc pour des délits. C'est des personnes pour lesquelles parfois on pourrait se reconnaître, on pourrait les croiser dans la rue, on serait pas effrayé pour autant. Enfin, il y a derrière tout ça, il y a le côté, c'est pas forcément des monstres en fait. Encore une fois, je parle pour une partie de la population pénale, qui est les personnes qui sont en maison d'arrêt qui sont bien souvent surpeuplées de délits majoritairement, et population pénale qui parfois montre les plus mauvais côtés. Et nous, on est là pour un peu regarder un peu ce qu'il y a dessous, quoi. Et le rôle du service, notre mission en tant que telle, c'est vraiment de soulever un peu tout ça et de dire qu'il y a aussi de bons côtés et de faire comprendre à la personne qu'elle doit faire prédominer ce bon côté sur ses failles, quoi. Donc c'est plutôt l'aspect humain de la chose qui me stimule dans cette mission. Ouais. Et complexité aussi quelque part. T'apprends beaucoup sur l'humain en fait, et tu te rends compte à quel point il est complexe et que tu sais pas grand chose. Et en fait ça te stimule d'en connaître un peu plus. Enfin, Ouais. Voilà. C'est un peu ça, ouais. D'accord. Et tu as toujours envie de rester dans ce domaine global du droit, ou est-ce que des fois tu te dis est-ce que je vais pas aller dans un domaine plus purement humain, j'ai envie de dire, qui serait peut-être un peu plus décorrélé du droit? C'est possible, hein, on n'est jamais sûr de notre chemin, mais je dis pas non à d'autres possibilités, non, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours une question sociale et une question politique derrière. Ça permet de donner du sens à ce que je fais, et je vois pas comment faire autrement. Alors, c'est-à-dire, est-ce que tu peux m'expliquer? Ce que je veux dire, c'est que je peux être prêt à faire, à me tourner vers une autre fonction davantage humaine que juridique. Ce qui est sûr, c'est que ça serait une fonction où il y a un aspect social et politique, c'est-à-dire une question qui a trait à l'État et à comment gère l'État, comment l'État gère cette question-là, en fait, si tu veux. Ouais, ok, c'est plus clair. À l'intérêt général. Bon, par rapport à du coup. Alors, tiens, non, déjà j'ai une autre question. Comment est-ce que
le sujet qu'on aborde aujourd'hui, si tu devais donner un titre, comment tu le décrirais? Si je devais donner un titre, Ouais. Alors là, c'est compliqué. Ouais, mais c'est pour ça que je te demande. Parce qu'effectivement, d'habitude, je ne demande pas le titre. Parce que c'est évident, c'est clair. Là, on est sur un sujet qui est d'une complexité tellement importante que je ne suis pas capable de trouver le titre tout seul. Enfin, si je réfléchis, j'arriverai peut-être à en trouver un au final. Mais je pense qu'on serait plus efficace si on en discutait là tout de suite. Parce que effectivement, est-ce que le sujet central, est-ce que le sujet central, c'est la réinsertion? Est-ce que le sujet central, c'est la comment comment est-ce que on verra. En fait, ça va guider la suite de notre discussion aussi. Est-ce que c'est comment est-ce que l'État a la main mise sur la justice et comment est-ce qu'elle est gérée? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est plutôt euh, euh, est-ce que c'est plutôt philosophique? Est-ce que c'est plutôt humain, psychologique? Voilà. Bah, un peu tout ça, en fait, hein, j'ai envie de dire. Et c'était la richesse du métier de directrice pénitentiaire, insertion et de probation, parce que déjà, le titre est long, comme tu vois. Ils n'ont pas pu faire plus court. Et en fait, il y a un peu de tout ça, tout ce que tu as dit. Donc, quand on trouvera un mot pour tout ça, on sera, on sera content. Mais là, Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit à plusieurs mots, c'est pas un problème. Mais, mais effectivement, après, ça n'empêche pas de. Je trouve que c'est un petit peu réducteur par rapport à tout ce que tu nous as dit, mais ça n'empêche pas que le sujet central de l'épisode soit directrice pénitentiaire de réinsertion et de probation. d'insertion et de probation, oui. D'insertion et de probation, pardon. Mais j'ai l'impression que notre discussion, elle va au-delà d'un métier qui est peut-être fait par. Allez, alors attends, tu m'as dit 3 par département, peut-être par 300 personnes en France? Peut-être même pas? Mm-hmm. Ah, un peu plus en réalité, hein. D'accord. Ouais, si tu veux, au sein du département, nous, on était trois, oui, oui, on marque pas si, pas si plus que ça, mais peut-être cinq, ouais, cinq par département, ouais. Ouais. Bah, ce qui amène à dire que, comme sans faire de polémique, mais comme le service hospitalier, on manque cruellement de moyens aussi en milieu pénitentiaire. D'accord. Mm. Ouais. Le message est passé. Mais ouais, d'accord. Donc c'est un petit peu pour ça que je te posais cette question. C'est parce que j'ai l'impression que le sujet central de notre discussion aujourd'hui, c'est pas ce métier que tu as eu pendant un moment, mais ça serait plutôt l'impact du métier que tu as eu. L'impact sur. Eh ben, l'impact sur les gens que tu as accompagnés ou que tu as aidé à accompagner, déjà, évidemment, et finalement, bah, l'impact sur l'ensemble de notre société, parce que des gens qui reprennent une vie, un terme que tu as employé plusieurs fois, c'est le terme de normal. Euh, une vie normale après être passé par des moments difficiles parce que ils ont fait des choses qui étaient pas bonnes, et puis après parce qu'ils ont eu une peine, ils ont eu des contraintes, ils ont eu des privations de liberté. Si il y a une plus grande part de ces gens-là qui arrivent à se réintégrer dans la société et à avoir et à ne pas récidiver, c'est sur l'impact sur la société, sur la sécurité des gens, le sentiment de sécurité des gens, et sur un impact économique, sur plein de choses, c'est extrêmement positif. Voilà ce que je voulais dire en termes d'impact de ton métier notamment, hein, sur des sujets beaucoup plus larges que ces 3, 4, 500 personnes en France. Donc voilà. Clairement, il y a une réelle utilité sociale à la mission. Et
un effet, on va dire, pas amplificateur, mais qui dépasse le cadre même de la mission. Ouais, c'est clair. Moi, je partirais pas forcément vers de l'accompagnement parce qu'on a l'impression qu'on est dans une notion d'aide. Il y a une notion d'aide, mais faut pas que ce soit perçu comme tel parce qu'il y a aussi l'aspect probation aussi. Donc, Oui. mais quelque part, si on va au bout du raisonnement, c'est une aide. Si on le perçoit comme ça, c'est une aide pour ceux qui veulent se plier à la société. Hein. Après, libre à eux, quelque part, d'accepter ou non les règles. Mais il y a une notion de liberté qui est extrêmement importante aussi. Aujourd'hui, on est quelque part, un être humain est libre de respecter ou de ne pas respecter les règles de la société. Et après, il en paye un certain prix, mais il a une liberté et donc il a une responsabilité. Donc Laetitia, si on devait donner un titre finalement, et c'est ce que je ferai après, si on devait donner un titre à cet épisode, est-ce qu'il y en a un qui te semblerait plus pertinent? Disons avec tout ce qu'on vient de dire précédemment, l'action fondamentale du service dans lequel je travaillais, c'était effectivement la réinsertion, surtout en milieu ouvert en fait. Et l'impact que nous on a sur la vie de certaines personnes, elle est fondamentale et elle peut se diffuser dans l'ensemble de la société et dans les mentalités. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on souhaite. Donc moi, je partirais peut-être sur la réinsertion des personnes condamnées, par exemple. Donc par rapport à ce sujet-là central, la réinsertion des personnes condamnées, les gens comme moi, typiquement, hein, mais il n'y a pas que moi, les gens comme moi qui ne connaissent rien à ce sujet, qu'est-ce qu'ils ont tendance à penser? Quels sont les clichés liés à ce domaine, à la réinsertion, aux gens qui purgent des peines? Voilà, qu'est-ce que tu entends souvent, toi, en dehors de ton cadre professionnel par rapport à ton métier finalement? Je pense qu'on l'a tous entendu un petit peu. Par exemple, en prison, est-ce qu'ils ont droit à tout? C'est pas censé être une peine, je ne comprends pas. Est-ce que en étant à l'extérieur, ils continuent pas à être dangereux pour la société, pour ceux qui sont à l'extérieur? Oui. Est-ce que ça marche? Comment vous faites la réinsertion? Après, ce sentiment que la justice fait défaut, ne remplit pas sa mission finalement de réinsertion parce qu'il y a des récidives, parce que sentiment de justice de personnes impunies quelque part. Oui. D'inefficacité du système. Pourquoi je schématise, hein, vu qu'on est dans les clichés, mais condamné, je sais pas, pour un viol, pourquoi il fait que 7 ans, au final 3? En fait, s'il se comporte bien en prison, il sort rapidement. Quel est le but? Et en fait, on a l'impression que derrière les clichés et l'opinion publique, il y a cette demande de vengeance privée qui ressort. Et justement, c'est clairement ce que j'entends dans ce que tu me dis là. Justement, est-ce que le rôle de l'État, c'est de se substituer à la vengeance privée? Je ne sais pas. Et bien que l'État garde le monopole de cette violence, légitime. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Quelle est la réponse? Évidemment, elle doit être proportionnée à la peine infligée à la victime, j'entends. Mais est-ce qu'on doit forcément avoir une riposte aussi violente, aussi immédiate?
Je sais pas. Et donc, derrière tout ça, je pense que ça questionne beaucoup sur qu'est-ce qu'on donne à l'objectif de la peine. Si on pose la question, si on fait un sondage dans la rue, on peut avoir une idée de certaines représentations collectives du sens de la peine, du rôle de la peine. Est-ce que c'est pour punir ou est-ce que c'est pour punir et réinsérer? Ça se fait. Il y a des sondages de ce type-là qui sortent. Pas à ma connaissance, parce que bon, je pense qu'on aurait une majorité de comment dire, de réponses basées sur l'émotion. Oui. Ouais, c'est Et très clair. c'est la base du sujet sur pour ou contre la peine de mort, en fait. Ouais. Évidemment, si on se place du point de vue d'un individu qui va imaginer que ça va le toucher directement ou indirectement, il va réagir de manière très émotionnelle à la question et il va dire, ou pas, hein, mais il va dire oui, je suis pour la peine de mort parce que voilà, je peux pas accepter ce genre de choses. Mais le rôle de l'État, c'est pas de se placer par rapport à l'individu et c'est pas de réagir de manière émotionnelle. C'est justement quelque part de supplanter tout ça et de réagir avec une idée, un intérêt, l'intérêt collectif et général. Voilà, je peux balayer d'autres clichés, je sais pas. Bah, si t'en as d'autres, moi je suis ouvert, mais déjà effectivement, là t'as mis le doigt sur des choses qu'on peut imaginer, ouais. Mm. On peut imaginer. Et à l'inverse de ça, à l'inverse de ces clichés que tu as mentionnés, par rapport à ce sujet de la réinsertion, qu'est-ce qui est sûr? Sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer? Est-ce que ça va être peut-être des principes psychologiques de l'humain? Est-ce qu'au contraire il faut plutôt se tourner vers le droit? Mais voilà, Alors la question, elle est compliquée en termes de sciences sociales, mais qu'est-ce qui est sûr, c'est que alors rien n'est qu'est-ce qui sûr. est le plus sûr en fait? Je ne demande pas forcément une vérité absolue parce que dans tous les domaines c'est très compliqué à avoir, mais pour toi, qu'est-ce qui est le plus solide si on devait commencer à reconstruire en partant de zéro, quelle serait la première pierre qu'on poserait au sol? Moi, c'est comme mon avis, hein, mais je pense si on devrait tout reconstruire, enfin en tout cas améliorer certaines choses, il faudrait déjà modifier la manière dont on aménage nos prisons. Je sais que Robert Badinter, tu vois, qui était ministre de la Justice, qui avait lui-même œuvré pour l'abolition de la peine de mort, il avait prévu un concept de prison porte ouverte. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire avec des lieux de vie, pour commencer déjà à responsabiliser la personne condamnée, à lui donner certes un espace confiné, on imagine un peu ce que c'est en ce moment, mais un peu moins confiné que dans 9 mètres carrés, un espace qui ressemblerait à un espace de vie, et à essayer avec un petit groupe d'entretenir un collectif et de penser collectif et de vivre avec des règles en collectivité, avoir une certaine citoyenneté à l'intérieur de la prison. Ça, évidemment, ça n'est pas mis en place, hein, peut-être à échelon expérimental dans certaines prisons, mais c'est très très rare.
Et ça, je pense qu'en fait, ça favoriserait une meilleure réinsertion à l'issue. Parce que l'idée même, à mon avis, c'est responsabiliser ces personnes-là. C'est très important de les responsabiliser. Ce qui marcherait aussi davantage, c'est de donner beaucoup plus de moyens au travail en prison. D'accord. Aujourd'hui, certains détenus peuvent travailler, mais bien évidemment, il n'y a pas de place pour tout le monde. Certaines entreprises privées interviennent donc en prison et permettent aux personnes condamnées de travailler, de percevoir un salaire. Bon, ça ne s'appelle pas salaire, parce que, bon, j'ouvre une petite parenthèse, mais le code du travail n'intervient pas dans cet espace-là. Ils n'ont pas forcément de salaire ni de règles bien précises propres au code du travail. Mais en tout cas, ils peuvent travailler, ils perçoivent une somme, donc ça crée quand même une certaine utilité sociale, une certaine utilité. Et encore une fois, on tend vers une meilleure responsabilisation. Pareil, toutes les activités qui sont exercées en détention grâce au service pénitentiaire d'insertion et probation, comme la bibliothèque, certains passent leur bac en prison. Les activités culturelles, théâtrales, il y a des films qui sont créés en détention, par exemple aussi. Ça permet une ouverture vers l'extérieur et une préparation à la sortie. En fait, plus on mettra d'argent, pour faire simple, dans la réinsertion et dans l'après, plus on aura un retour sur investissement par la suite. Ouais. Et donc moi, je pense que ce qui marche vraiment, c'est ça. C'est donner davantage de moyens à la réinsertion par le biais de ces actions-là, en fait, d'accompagnement. Ouais, j'entends bien. Ouais. J'entends bien. Moi, il y a un sujet, il y a une question qui me vient là, et je pense que, enfin, je pense que tu auras difficilement une réponse et mais que tu l'as déjà considéré. Moi, ce que j'entends, c'est que si on favorise la réinsertion, le côté punition semble, au moins pour les gens à l'extérieur, semble être diminué. Si tu augmentes le côté punition, tu augmentes le risque qu'il n'y ait pas une bonne réinsertion. Est-ce qu'il faut trouver un équilibre ou est-ce qu'il faut changer les mentalités? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, la punition en tant que telle, elle existe déjà, elle est au premier plan, ou elle est en arrière-plan, je sais pas, c'est comme on veut, mais c'est la privation de liberté. Et ça, en tant que tel, c'est quelque chose que nous, on connaît pas, et on mesure peut-être pas, et donc on a l'impression que en étant en détention, en ayant droit à pas mal de choses, ce qui en réalité est faux, hein, mais on pourra revenir là-dessus, c'est pas assez sévère. Mais en réalité, avoir une peine, euh, passer en garde à vue, puis passer devant un juge, puis être condamné, puis ensuite aller en milieu carcéral, subir le choc carcéral, puis ensuite être, être dans une cellule de 9 mètres carrés avec 3 autres personnes, elle est là, la peine et la privation de liberté. La violence dont on parlait tout à l'heure, elle est là. La violence institutionnelle, cette fois-ci. Et en réalité, ils ont pas forcément d'autres droits supplémentaires, mais je repars sur les clichés, mais t'as déjà entendu peut-être dire, bah, ils ont droit à la télé, ils ont droit au sport, ils ont droit à plein de trucs, etc. En réalité, ils y ont accès, mais à condition de payer. D'accord. Ils y ont accès à condition, voilà, de payer ce qu'on on parle de cantiner en détention, les cantines. D'accord. Donc en fait, il faut mesurer que la privation de liberté, c'est pas la privation de tous les droits. Ouais. Ouais. La personne continue d'être une personne et
elle continue à avoir le droit d'être soignée, elle continue à avoir le droit de voter, elle continue à avoir le droit de pouvoir avoir un moment où elle peut voir sa famille de temps en temps et de manière très sécurisée et protégée, ce qu'on appelle les parloirs, par exemple. Mhm. La véritable privation, c'est la privation de liberté. Ouais. Ouais, mais c'est effectivement dans l'imaginaire collectif, je pense, ou en tout cas l'imaginaire majoritaire, et ben ça, il y a des gens qui se disent c'est pas assez, et de l'autre côté, on se rend bien compte que si tu diminues l'accès au travail en prison, si tu diminues l'accès à l'éducation, si tu diminues euh, l'accès au sport, par exemple, enfin, j'imagine, quand les gens vont sortir, ils seront bien moins. Si on se place d'un point de vue de la société, ils seront bien moins utiles à la société. S'ils n'ont pas fait de sport, qui sont en mauvaise condition physique, de santé, ça va être des gens qui auront peut-être plus besoin de soins après. S'ils n'ont pas appris pendant cette période-là, s'ils n'ont pas évolué, en termes d'utilité, finalement, j'ai envie de dire, même si ce terme me gêne un petit peu, mais quand on parle d'individu, mais en termes d'utilité pour la société, pareil, ils seront moins utiles. Et voilà, moi, je vois cette espèce de balance dans ce que tu me décris, entre ces deux extrêmes. Euh, donc l'extrême ultime qui était la peine de mort qui est abolie en France, certes, mais après, il y a des choses qui sont quand même très dures et très extrêmement restrictives. Et puis voilà, enfin tout ça par rapport à la vision qu'ont les gens qui composent la société, parce que finalement on parle de, on parle de gens qui vont voter, on parle de euh, voilà, c'est les gens qui ont cette idée du milieu carcéral et, et donc ma question, je la repose, je redis un petit peu la même chose que tout à l'heure, je pense, mais peut-être que je rabâche simplement, mais est-ce que ça serait pas d'essayer de parler plus aux gens qui sont pas dans ce milieu-là, de leur faire comprendre ce que tu m'as dit, hein, de leur faire comprendre que la privation de liberté, euh, c'est déjà une peine. On se rend pas compte à quel point elle est importante. Oui, non, mais je te rejoins. Effectivement, l'opinion publique a encore cet esprit très de vengeance, quoi, de vengeance Ouais. privée. Euh, je, évidemment, je pense qu'il tout est question de mesure, de nuance. Après, je, je reviens quand même sur l'idée qu'il faudrait favoriser la réinsertion et effectivement une meilleure communication de nos missions vis-à-vis de l'extérieur serait une bonne chose. Mais en termes de communication, on n'a pas forcément la main dessus. On appartient à l'administration pénitentiaire et c'est une institution publique. Si tu veux, quand tu fais partie de l'administration pénitentiaire, tu as un devoir de réserve, ce qui peut se comprendre. Tu vas pas parler dans ton coin de manière individuelle ou isolée. À partir du moment où tu es en activité à ce moment-là. On doit parler d'une seule voix et la difficulté, c'est que au sein de l'administration pénitentiaire, il y a différents syndicats qui sont représentés par les surveillants, notamment. Et donc, tout l'aspect sécuritaire de la détention est mis en avant derrière tout ce que je viens de te dire. Donc, en fait, tout ce qu'on véhicule à travers les médias, c'est
c'est ces problèmes sécuritaires qui sont pas à négliger, hein. Mais au final, on retient cette chose-là, voilà, cette peur. On retient pas les conditions indignes par moment des détenus, on retient davantage les mauvaises conditions des surveillants. Et c'est vrai, hein, c'est le cas. Les surveillants ne sont pas dans de bonnes conditions non plus pour travailler. Mais on est dans ces rapports conflictuels, en fait. Et c'est ça le problème. On est dans ce rapport conflictuel à mettre la sécurité euh, face à la réinsertion. Or, il faudrait pouvoir allier les deux et, dire, bien sûr, il y a une peine, il faut frapper fort, entre guillemets, et frapper encore plus fort quand la personne récidive. Mais quel est l'objectif derrière ultime? Donc, plus important quelque part, c'est quand même qu'il puisse retrouver sa place d'individu, de citoyen dans la société. Donc, ok, c'est pas bien ce qu'il a fait et on doit le condamner pour ça, mais si on n'arrive pas à le réintégrer dans la société, c'est quelque part c'est un échec. L'État est défaillant à ce niveau-là. Ouais, c'est très clair et c'est très important ce que tu viens de dire sur le fait que de rappeler quel était l'objectif principal, quoi. Mm. D'accord, d'accord. Pour les gens qui s'intéressent à ce sujet-là et qui voudraient creuser sur le sujet de la réinsertion des personnes condamnées, est-ce que tu as malgré ce que tu viens de me dire que c'était difficile de communiquer finalement, est-ce que tu as quand même une ressource à conseiller? Donc ça peut être un livre, ça peut être un site internet, ça peut être par rapport je suppose qu'il existe plusieurs associations autour de ce milieu carcéral. Est-ce qu'il y a des associations qui communiquent quand même parce qu'elles sont pas employées par cette administration? Alors, il y a certains sociologues ou ethnologues qui ont fait des enquêtes à l'intérieur du milieu carcéral. Et c'est assez rare, hein. Mais il y en a un qu'on pourrait citer, que je recommande beaucoup. C'est un anthropologue qui s'appelle Didier Fassin. Et donc, il avait écrit notamment À l'ombre du monde. Enfin, je peux retrouver le titre. Ouais, on regardera ça après. Ouais. Mais déjà, Fassin, comment tu écris son nom? Fassin. D'accord, d'accord. Et quand Et on aura retrouvé le titre du bouquin que tu as en tête, ce qu'on fera, c'est qu'on le mettra, je le mettrai dans les notes d'épisode et j'en reparlerai après, à la fin de l'épisode pour ceux qui écoutent. Donc d'accord. vas-y, je te laisse continuer. Oui, donc je pensais bien sûr à lui. Donc c'est bien L'ombre du monde, hein. Une anthropologie de la condition carcérale, Didier Fassin. Là, c'est extrêmement intéressant parce que il a vraiment une approche sociologique, quoi. Enfin, ouais, enquête, journaliste aussi, mais assez objective comme approche. D'accord. Après, pour tout ce qui est pour une première approche du milieu carcéral, il y a un magistrat qui a beaucoup écrit aussi sur le sujet qui s'appelle Denis Salas. Salas. On peut retrouver même des interventions de lui sur Internet, hein. C'est disponible. Et sinon, toute la littérature québécoise, elle est très très portée sur la réinsertion des personnes condamnées. Et notamment un Québécois, alors très connu, que j'ai plus en tête, mais je te repasserai le lien éventuellement. Ok. Mais voilà. Et quand ça sera revenu, voilà, faudra lire du coup, faudra pas écouter cette référence, mais faudra lire dans les notes d'épisode. Pas de problème. Bon, mais ça fait plein de ressources que tu nous conseilles, c'est très bien. J'ai une autre question là qui me revient que je t'ai pas posée quand tu en as parlé tout à l'heure.
Tu as dit qu'il y avait un problème en ce qui concernait les gens qui commettaient des délits, qui avaient une surpopulation carcérale très importante. Je ne me rappelle plus le ratio que tu nous as donné, mais... Alors, pour ce qui est de l'Île-de-France, il faut savoir que c'est quand même une situation assez particulière. L'Île-de-France, ça, c'est pas forcément tout à fait représentatif de l'ensemble du territoire national et outre-mer. Mais en tout cas, c'est là où il y a une concentration carcérale la plus importante. À savoir entre 170 et 200%, voire plus. J'ai pas les chiffres actualisés au 1er avril 2020, mais de surpopulation carcérale. D'accord. Faut savoir qu'en France, on a 77 000 personnes condamnées à ce jour. Oui. Et on a seulement 53 000 places de prison. Ok. Donc le ratio est facile à faire. Voilà, il manque cruellement de places. Si on raisonne dans cette optique-là, il manque de places en prison, donc il faudrait construire des prisons. C'était ça la question que j'allais te poser après. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'il y a un bon équilibre trouvé en ce qui concerne la justice, j'ai envie de dire, et donc ça voudrait dire qu'on manque vraiment de place en prison, ou est-ce que on condamne peut-être un peu trop, ou peut-être pour certains délits qui sont pas si graves, peut-être qu'on pourrait se passer plus facilement de peine d'emprisonnement, ou est-ce que c'est encore une troisième hypothèse qui me vient pas? Oui, justement, j'étais partie du principe, voilà, un problème, une solution. Donc, s'il n'y a pas assez de place en prison, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'il faut créer des places de prison. Ce que fait le gouvernement, hein, il prévoit un budget important pour créer des places en prison. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, je pense qu'on pourrait faire autrement. Peut-être favoriser, encore une fois, cette fameuse alternative à l'incarcération et donc condamner ces personnes-là à des peines alternatives pour effectuer leur peine à l'extérieur de la détention. Ce qui conduirait logiquement à donner plus de moyens au milieu ouvert pour pouvoir supporter la charge de ces personnes-là. Voilà. Après, une troisième voie, je sais pas. Hein. Est-ce qu'il y a trop de condamnations? Je sais, je suis pas compétente pour le dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on constate une augmentation, par contre, des infractions. C'est-à-dire une augmentation de nouvelles infractions, si tu veux. Plus tu avances dans le temps, plus le code pénal prend de l'ampleur, en gros. Ouais. C'est-à-dire que le législateur, au gré des évolutions politiques, va intervenir en créant parfois de nouvelles infractions pour condamner. Je prends l'exemple du terrorisme qui nous frappe depuis plusieurs années. Suite à ça, il y a eu pas mal d'infractions qui ont été créées, allant même jusqu'à des infractions. Par exemple, l'apologie publique du terrorisme, c'était une nouvelle infraction qui a été créée par le code pénal, qui consiste à condamner toute personne qui se fait l'apologie du terrorisme, par exemple dans la rue, qui va crier, je sais pas, Allahu Akbar, et on va considérer que c'est de l'apologie du terrorisme. Donc ça, c'est des infractions qui ont été créées nouvellement, ce qui peut conduire à une hausse des condamnations aussi. Voilà. Donc c'était pour dire qu'il y avait un phénomène depuis plusieurs années d'augmentation des infractions. Et il n'y en a pas qui disparaissent en parallèle? Des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui marchaient bien au Moyen-Âge, et puis bon, en fait... Alors là, j'essaie de me repencher dans mes cours, mais certainement oui, qu'il y a eu des infractions qui ont été abolies ou qui n'ont plus lieu d'être véritablement.
peut-être des infractions liées, je sais pas, aux pratiques ancestrales ou de l'époque. Mais le code pénal a quand même tendance à créer et à avoir beaucoup d'imagination. Et voilà, c'est plus il y a une grande productivité, on va dire. Ouais. Bon, on arrive vers la fin de notre échange. Est-ce qu'en une phrase ou un minimum de phrases, tu pourrais me dire ce que tu aimerais qu'on retienne après avoir écouté cet épisode? S'il y avait vraiment une chose que tu voulais qu'on retienne de notre échange, qu'on aura quand même parlé pendant un bon moment, et donc on retiendra pas tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne? Retenir que la mission première de la peine, évidemment, c'est de punir, mais qu'il y a aussi d'autres missions extrêmement importantes dans nos sociétés actuelles, et notamment cette réinsertion des personnes. Et s'il y a une chose voilà, qu'il faut retenir, c'est que il y a de nombreux services qui œuvrent pour ça constamment, qui donnent beaucoup d'énergie pour ça. Et, euh, et que bien sûr, elles ne peuvent pas tout. Elles ne peuvent pas tout et que ça appartient d'abord à la personne condamnée d'agir vers un changement voilà, meilleur pour être considéré comme un citoyen comme les autres. D'accord, c'est très clair. Qu'est-ce que moi ou qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire pour soit pour toi directement, soit par rapport au sujet qu'on a abordé j'ai envie de dire la cause que tu défends, même si ça a été ton métier, mais je pense que derrière il y a quand même on peut dire que tu défends une cause. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors moi je dirais s'informer, être curieux de cette thématique, donc aller lire des spécialistes, aller visionner des reportages là-dessus, même si bon, comme je disais, il y en a peut-être pas énormément, mais essayer voilà de prendre plutôt des sentiers battus en dehors des médias traditionnels. Et s'informer sur cet univers carcéral et sur ce que ça peut nous renvoyer, en fait, sur notre société. Et de là, peut-être commencera un changement de mentalité. C'est ça qui me ferait pas, qui, qui me ferait plaisir, on va dire. Ouais. Ouais, mais c'est très clair. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, en gros, c'est un objectif à long terme qui commencerait par de la curiosité et par se renseigner. Alors, je suppose que parmi les gens qui vont écouter cet épisode, il y aura la majorité seront déjà des gens curieux, mais peut-être on n'est pas forcément curieux de tous les sujets et tu penses que ça peut être bien d'être curieux de ce sujet-là pour comprendre ce qui se passe pour les gens qui sont impliqués, qui sont quand même assez nombreux. Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu nous as parlé de 77 000, c'est ça, je crois, personnes condamnées. Donc ça fait quand même une personne en France, ça fait quand même une personne sur 1000 à peu Ouais. près. Donc c'est pas négligeable. Et au-delà de ça, au-delà des gens qui sont touchés de manière personnelle, effectivement, on vit tous dans la même société et ça peut peut-être nous aider à comprendre des choses et à changer les mentalités à Ouais, tout à l'échelle de fait. plusieurs décennies peut-être, mais il faut bien commencer un moment, quoi. Oui, tout à fait. En fait, être concerné par cette cause qui est intrinsèque à notre société, j'ai envie de dire. Donc, on vit dans celle-ci, donc on doit savoir ce qui se passe dans cet univers voilà, l'ombre du monde qui est caché qui est mis vraiment à l'arrière-plan. On doit avoir conscience de ça, nous, en tant que citoyens. Bien, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter qu'on n'a pas abordé, mais parce que mes questions ne t'y ont pas amené, mais que tu aimerais dire tant que tu as cette plateforme?
Bah non, je pense que c'était très, très complet, hein. J'espère que ça va pas être trop long pour les auditeurs et ça sera assez compréhensible. Voilà, j'espère qu'on a été assez clair sur ce qu'on a essayé de dire. Et évidemment, c'est pas la vérité absolue, hein, ce qui a été dit. C'est vraiment un ressenti sur mon expérience vécue. Mais moi, personnellement, c'est vraiment ce que je te demande. Et comme à tous mes invités, c'est d'être des spécialistes, c'est d'être des experts, évidemment. Mais on peut pas enlever la subjectivité des gens. On essaye de remonter à ce qui est fondamental, c'est-à-dire ce qui est le plus objectif possible. Mais évidemment, moi personnellement, en tout cas, je demande pas d'être 100% objectif parce que déjà, je pense que c'est pas possible. Et, euh, et en tout cas, déjà, c'est un bel effort que d'expliquer aux gens et comme ont fait les invités qui sont venus avant toi et comme le feront ceux qui viendront après. Et donc, je pense qu'on peut te remercier pour ça. Bah, merci à vous. Et du coup, tu as ma toute dernière question. Si jamais il y a des gens qui veulent parler de ce sujet avec toi en particulier, débattre ou poser des questions, ou, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Est-ce que c'est par mail? Est-ce que c'est sur des réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un moyen que tu préfères? Oui, oui, ils peuvent tout à fait me contacter par mail. On leur donnera les coordonnées, j'imagine, à la fin de l'émission. Ouais. Dans les notes d'épisode, je vous expliquerai Ah, comment les trouver. il Et y a pas de... avec les livres que tu as cités, avec les auteurs que tu as cités, notamment, voilà, ça sera tout au même endroit. Oui, oui, non, poser les questions, c'est important. Bien, bah c'est super, c'est Ouais. super. Bon, et ben sur ce, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé, pour tes réponses aussi claires que possible sur un sujet, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est quand même, je pense, un sujet vraiment complexe. Et évidemment, ça a été qu'une introduction un peu longue, mais ça reste qu'une introduction. Et si vous voulez creuser, euh, et ben, et ben Laetitia, tu nous auras donné des pistes. Tu nous auras donné le moyen aussi de te contacter pour poser des questions de manière directe. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et puis, ben, je vais te Ah, merci souhaiter à toi. une bonne continuation et peut-être qu'on se reparlera un peu plus tard sur principes fondamentaux. Ça marche.